Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau de scène de presse. Nous sommes bien le dimanche 6 avril 2025. Le 28 mars 2025, les évêques du Cameroun ont publié la lettre pastorale relative à l'élection présidentielle et aux élections régionales 2025. Vous l'avez certainement remarqué, la presse locale a suffisamment relayé et commenté cette actualité, le contenu de cette information dans les parutions de la semaine. Ce soir, sur scène de presse, nous nous approprions les enjeux du débat qui est argumenté, organisé autour de cette lettre, et nous permettons à nos invités sur le plateau de décrypter ou de décoder le message de fond de cette lettre. La Banque des États de l'Afrique centrale nous donne la possibilité de parler d'elle. Le 2 avril 2025, la BEAC a mis en circulation une nouvelle gamme de pièces de monnaie, parmi lesquelles la pièce de 200 francs CFA. Nous en parlons en mettant en avant les innovations et surtout les effets sur les transactions en espèces. Je présente tout de suite les invités de la CRTV. Pour ce soir, vous avez au bout de la table Christian journaliste, directeur de publication de Guardian Post. Bonsoir. Merci d'être là. À côté, en face de vous, Lazare Zambo, directeur de l'information de la radio Sky One à Yaoundé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Séverin et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la CRTV. Tout à côté de moi, l'abbé Étienne Bakaba, vicaire à la cathédrale de Douala, directeur adjoint de la radio-télévision catholique Veritas. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir et un bonsoir très particulier à tous ceux qui ont connu et aimé le cardinal Christian Toumi, dont nous avons célébré la mémoire, la 4e en l'occurrence, du retour à Dieu ce 3 avril. Dans la presse locale et même internationale. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de Douala. C'est un plaisir pour le déplacement que vous avez effectué. Je continue avec le professeur Oyane. Bonsoir. Bonsoir Séverin. C'est un plaisir d'être sur ce plateau ce soir. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV et de scène de presse. Professeur Michel Oyane, HDR en sciences politiques, enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Il est également auteur. Le directeur central de la BEAC, Evrard Ulrich Munkala, va nous retrouver dans la deuxième partie de l'émission pour parler justement de la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie. À tous, merci d'honorer ce rendez-vous. Alors, des voix se sont élevées pour décrier l'insalubrité, l'incurie à Yaoundé en première ligne de gouvernement. Vous pouvez d'ailleurs le lire sur le site du gouvernement. Yaoundé doit changer de physionomie. L'insalubrité est visible partout, les eaux sales ne circulent pas. Comme à Douala, les caniveaux bouchés par les déchets provoquent des inondations. L'offre des services d'hygiène et de salubrité dans les deux grandes villes du pays est en deçà des attentes. Yaoundé et Douala ont mal à leur voirie respective. Il faut une solution durable à l'enlèvement et au traitement des ordures. Néanmoins, le déclic que s'est produit est arrivé en fin de semaine dernière par endroits à Yaoundé. On a pu voir que les poubelles ont disparu au grand bonheur de la population. C'est le cas dans vos quartiers, Lazare? Les poubelles sont toujours là, surtout qu'il y a un réel problème, du moins c'est une réalité, c'est que même si vous réussissez à déguerpir les ordures, n'est-ce pas, les populations vont continuer d'en produire. Donc même lorsque vous venez enlever les ordures, il faut pouvoir assurer la régularité. Donc c'est ça le véritable problème. Vous savez que nous avons cette société que nous connaissons tous, ISACAM. Nous connaissons tous les problèmes. Souvent on nous parle des problèmes des finances entre les institutions, n'est-ce pas, qui doivent gérer tout cela. Donc de temps en temps, de manière sporadique, on aperçoit les employés d'ISACAM qui arrivent, enlèvent les ordures, à un moment donné, ils disparaissent, vous ne savez pas quand ils reviendront. À Yaoundé 6, on a enlevé les poubelles déjà? Je ne pense pas, parce que les zones comme Obili et Mélène, donc, ajouter à ça, il n'y a pas aussi des routes, parce qu'il y a des nids de poules partout. Partout. Et ça ajoute avec les poubelles qui sont partout. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, une correspondance classée très urgente est signée le 28 mars 2025 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, relayée par le périodique Direct Info, semble donner injonction au maire de la ville de Yaoundé de signer et de notifier sans délai l'ordre de service de démarrage des prestations de l'entreprise ISACAM pour les marchés signés par la communauté urbaine de Yaoundé depuis le 3 mars 2025, concernant notamment les arrondissements de Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
Le maire de la ville, cette semaine, a donné un point de presse mettant en lumière des désaccords avec le ministre de l'Habitat. Bien que le travail soit fait, professeur, est-ce que tout cela nous amène à penser que le processus de transformation qui est enclenché, il va donner des résultats? Mais écoutez, laissez-moi d'abord m'indigner de ce que nous sommes en 2025. C'est une année chargée en compétition politique. Nous avons une élection présidentielle cette année, nous avons également des élections régionales. Mais c'est quand même cette année, depuis de toute façon l'année dernière, que la capitale politique et celle économique du Cameroun se retrouvent dans une insalubrité totale. Et vous m'excuserez de penser que ce communiqué du ministre en charge de la ville, pour parler simplement, relève d'une certaine gesticulation administrative qui est absolument inefficace. Vous savez, le président de la République, qui est celui à qui le peuple souverain, le peuple camerounais souverain, délègue son pouvoir pour présider aux destinées de la nation, ne va pas venir ramasser les ordures. Nous avons quand même un exécutif, un pouvoir exécutif bicéphale. Nous avons un président de la République, chef de l'État. Nous avons un premier ministre, chef du gouvernement. Et le président de la République définit la politique de la nation conformément à la loi constitutionnelle. Et ce n'est pas le président de la République qui met en œuvre les orientations qu'il définit, la politique publique globale qu'il définit. C'est le gouvernement. Qu'est-ce que le président cherche là? C'est le ministre de l'Habitat qui demande instamment au maire de la ville de pouvoir assainir la ville. Mais c'est ce que le ministre de l'Habitat fait, c'est plutôt le rôle des organisations de la société civile de dénoncer la malgouvernance, notamment en matière de ramassage des ordures. C'est incroyable ce que nous vivons. Il faut le dénoncer de façon ferme. Parce que je parle du président de la République, pourquoi? Parce que c'est lui qui répond in fine de tout cela. On ne connaît pas ces ministres-là. Vous ne les votez pas lorsque il arrive le moment de l'élection présidentielle. Hein? Moi, je pense que le ministre de l'Habitat, avec les responsables donc, des collectivités territoriales décentralisées, qu'on appelle les maires, qui sont les maires d'arrondissement, le maire de la ville, doivent chacun prendre ses responsabilités pour que très rapidement, nos capitales redeviennent propres. En année électorale, vous, en tant que politologue, en tant qu'enseignant de sciences politiques, j'enseigne par ailleurs les politiques publiques, vous me faites penser que cela relève même d'un coup d'État scientifique. Mais oui, c'est un coup d'État scientifique parce que qu'est-ce que les populations vont dire au président de la République? Parce que la seule manière de parler au président de la République, c'est pendant l'élection présidentielle. Hein. On va soit renouveler son bail, soit le sanctionner au cas où il est candidat, parce que les villes sont sales. Et pourtant, ce n'est pas la responsabilité du président de la République de nettoyer la ville de Yaoundé et de Douala. Il y a un gouvernement qui est là, il y a des personnalités, des autorités de la décentralisation qui doivent chacune faire son travail à son niveau. Et c'est incroyable. Monsieur l'abbé, vous comprenez un peu ces désaccords entre les structures qui sont chargées de la salubrité dans nos villes. Ce qui se passe à Yaoundé, vous le vivez également là-bas à Douala. Bon, la question des ordures, elle concerne tout le monde. Même à l'intérieur de l'église, souvent les dimanches, on se demande comment on fait pour avoir autant d'ordures à la fin d'une messe quand on balaye l'église. Donc, la croissance rapide de la population, la gestion calamiteuse des déchets, que ce soit par les sociétés en charge ou alors l'individu que je suis, ou encore la faible capacité d'aménagement urbain. Ça, c'est les pouvoirs publics. Nous avons plongé aujourd'hui dans ce qu'il convient d'appeler la crise des ordures, la prolifération anarchique des ordures, qui est en train de faire naître la querelle autour des ordures entre ceux qui ont la charge première de nettoyer les villes. Et ce n'est pas par une simple note qu'on va réussir à rendre les villes propres. Si nous sommes 30 millions de Camerounais aujourd'hui et que chaque individu peut produire en moyenne par journée un demi-kilogramme d'ordures, donc on a environ 15 millions de kilogrammes d'ordures que nous produisons chaque jour. Et il faut qu'on réfléchisse quoi faire et où mettre ces ordures-là. Ce qu'on remarque, c'est que au niveau des cités urbaines, on a essayé, les autorités ont essayé d'aménager quelques points vers les routes et tout, mais on ne produit pas que les ordures à côté des routes. Il y en a qui habitent les bas-fonds, il n'y a pas de voies d'accès dans ces quartiers, et même les camions de la société Isaac ne parviennent pas à arriver là-bas. Aujourd'hui, pour un élève, par exemple, se lever le matin, avant d'aller à l'école, et vider la poubelle devient un problème.
il peut parcourir 1,5 km pour arriver là où il y a un point de dépôt des ordures. Donc, c'est un problème qui est général. L'autre chose, c'est qu'il y a vraiment une mauvaise gestion des ordures. Nous tous, peut-être qui sommes sortis du pays, nous savons qu'on ne met pas tous les ordures au même endroit. Quand on voyait les poubelles qui sont déposées par les bacs, par Isaac, c'est un bac unique, là où on jette tout. Le résultat des courses, il y a un mélange total entre les ordures, j'allais dire, solides et peut-être ceux qui peuvent être recyclés. J'ai le regard du prêtre sur la société. Donc, quand je vois les choses, je peux poser mon analyse dessus. À mon sens, les ordures que je vois, pour avoir les yeux du prophète Joël ou Amos, pour moi, c'est les ordures que je vois dans les villes. Douala et Yaoundé sont prophétiques. Dans ce sens qu'elles traduisent une gouvernance ordurière qui n'arrive pas à se coordonner. C'est ce que ça traduit à l'extérieur. Oui, c'est vrai, si vous permettez, pour embrayer par rapport à ce que le professeur a dit tout à l'heure sur la probabilité d'un coup d'État scientifique, c'est justement ça. Nous sommes à une année électorale. Comment comprendre que pendant que dans d'autres pays, je ne sais pas trop, le Sénégal... Est-ce que ce n'est pas excessif? Le vote du président de la République, je vais continuer, le vote du président de la République ne se fera pas seulement à Yaoundé et Douala. Les électeurs, c'est ailleurs. Si vous pensez que par un coup d'État, parce que vous salissez Yaoundé, vous salissez Douala, vous allez faire tomber celui qui doit être élu ou pas, je ne sais pas. Oui, mais c'est déjà un problème parce que ailleurs on parlait des satellites, on parlait de la haute médecine, on parlait des TGV, on parlait des métros. Nous sommes en Afrique, mais nous sommes encore en train de parler de la gestion des ordures ménagères. C'est un réel problème. Dans un État comme le nôtre, on sait également que dans ces pays, toute la matière grise de cette république la plus importante, n'est-ce pas, se trouve dans les pouvoirs de décision. Comment comprendre qu'avec toutes ces compétences, qu'on soit encore en train de réfléchir sur comment nous devons gérer les ordures ménagères? C'est ça tout le problème. Vous ne pouvez pas dire que parce que Yaoundé est sale, les gens vont voter le président. Parce que Yaoundé d'abord, c'est le visage de ce pays. Je voulais juste ajouter à ce que le prof a dit, parce que je suis au courant que le Premier ministre a fait des réunions avec les maires de Yaoundé. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, il faut que le président... Ils se sont exécutés. Oui, donc c'est... Et comment vraiment... on explique ça? Vous savez, excusez-moi Christian de prendre votre temps de parole. Il faut faire très attention. Ce que l'abbé Étienne Bakaba vient de dire est très grave. Hein, très grave, c'est très sensible ce qu'il a dit. Mais je vous dis que lorsqu'on parle de ces autorités gouvernementales, je parle des ministres, des autorités de la décentralisation, on n'est pas loin de ce qu'il a pensé, de son regard prophétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une ville... J'espère que, et vous savez, vous êtes un journaliste politique bien informé, je vous rappelle que Yaoundé et Douala, c'est au moins 6 millions d'habitants. Vous voulez que je vous rappelle le fichier électoral actuel? Il est d'environ 7 millions. Nous avons actuellement 7 millions d'inscrits. Donc faites attention avec les villes de Yaoundé et Douala. À elles, toutes seules, elles ont une population d'environ 6 voire 7 millions d'habitants. En fait, ma question était de savoir comment ça se gère bien ailleurs. Et nous avons des difficultés pour Yaoundé et Douala. Ce n'est pas seulement le fait de la population. C'est pour cela que moi je pense que mon hypothèse peut ne pas être bonne. Moi je vous dis, moi je pense à un coup d'État scientifique. Et parce que c'est le président Paul Biya, parce qu'il s'agit de lui, c'est lui qui répond des Camerounais. Les ministres là ne répondent pas. Certains même n'ont aucune légitimité politique. C'est-à-dire que dans le gouvernement, là, il y en a qui n'ont jamais été maires, qui n'ont jamais été députés. Il y en a même s'ils l'ont été, ils ont été mal élus pour certains. C'est le président Paul Biya qui répond de tout ce qui se passe dans ce pays, en bien comme en mal. Et moi, je pense que lorsqu'on fait l'effort de ne pas rendre les villes comme Yaoundé et Douala propres, on travaille contre lui. Mais professeur, on ne va pas demander au président de sortir du palais pour venir ramasser les ordures. Justement, monsieur l'abbé, justement, c'est pour cela que je dis qu'il y a une déresponsabilisation des autorités gouvernementales et des autorités locales qui doivent, chacune à son niveau, faire son travail. Le communiqué que fait le ministre en charge de la ville, mais c'est un communiqué absolument inutile, il ne sert à rien. On n'a pas besoin de communiquer, on a besoin que les institutions se mettent en place, se mettent en branle, que des structures qui sont chargées du ramassage des ordures se mettent en place, qu'il y ait une ingénierie politique et sociale
qui se mettent en place pour que Yaoundé soit propre. On n'a pas besoin de ces communiqués. C'est très grave. On a un exemple qui n'est pas lointain. On a vu ce qu'on appelle encore délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, piloté par Gilbert Timievouna. On a vu ce qu'est devenu Yaoundé. Je n'ai même pas cru à son projet, n'est-ce pas, de parking public payant. Il a réussi à discipliner même les chauffeurs dans la ville, dans la ville de Yaoundé. Lazare pose un problème de sélection de l'élite politique. Lazare Zambo pose un problème de sélection des élites politiques. Vous savez, je sais que sur votre où plateau, se fait la sélection de l'élite politique? Je sais que sur votre plateau, il n'est pas très bien de parler des individus. Mais vous, la maire de Yaoundé serait propre. On a connu un administrateur civil de regretter mémoire. On espère que... Kongwe Dima Ferdinand. On sait ce qu'il avait fait du Dia et Lobo comme préfet. On sait ce qu'il a fait de la région du Sud. Lazare, ça c'est le passé. On est dans le présent, là il faut trouver des gens... On peut aussi aider peut-être le citoyen, au moins ceux qui ont des terrains à faire, comme moi je voyais, j'étais très petit. On avait des terrains, on creusait des grands trous. Et dans ces trous, on jetait nos ordures au fur et à mesure. À l'époque, Isaac n'existait même pas. On les jetait au fur et à mesure et c'était une manière de les conserver. Et ceux qui n'ont pas le terrain? Ceux qui n'ont pas le terrain, ils vont se retourner vers ceux qui ont vraiment cette charge-là de la gestion des ordures. La lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle des élections régionales 2025 au Cameroun suscite beaucoup de commentaires dans la presse. Cameroun Tribune parle de l'exhortation des évêques, c'est en anglais. Mutation titre, l'élu des évêques, la conférence épiscopale nationale présente les 10 qualités du candidat qui mérite des suffrages des Camerounais. Au regard de son contenu, la nouvelle expression estime que ce document de 14 pages est la position de la conférence épiscopale nationale. À la une du Messager, on peut lire « Attentisme et les CAM, les évêques sonnent le glas ». On le voit bien dans la presse, les interprétations sont diverses. Parfois, le lecteur se perd. Alors, Christian, vous êtes intéressé à cette actualité. Vous avez compris exactement ce que les évêques veulent dire? Oui, j'ai bien dit le statement, mais je pense que en réalité, beaucoup de gens pensent que toutes les conditions qu'ils ont données, ça disfavorable l'actuel candidat. Je veux dire, pas le président de la République. Parce que, premièrement, ils ont insisté sur... il faut être un candidat qui peut faire le tour du pays. Tous les 10 régions. Et je me rappelle que pendant les 2 élections présidentielles, le président de la République a fait une sortie une fois. En 2018, il est parti à Maroua, il est rentré, il est resté au palais jusqu'à l'élection. En 2011, il est allé, je crois que c'était toujours à Maroua. Bon, je ne vois pas si peut-être cette année, il va avoir... Non, Christian, vous entrez dans... Justement, vous êtes parmi ceux qui dénaturent le contenu de cette lettre. Moi, je lis au point 4 du préambule de la lettre. Les évêques disent « Cette lettre a pour but de vous faire retrouver le sens du politique, de donner des repères clairs pour nourrir la réflexion et éclairer la conscience pour un choix libre et responsable. Nous tenons à rappeler aux chrétiens en particulier que la véritable foi et l'espérance chrétienne ne consistent pas seulement à implorer la bénédiction de Dieu, mais aussi à œuvrer pour la justice et la paix sociale. » Je pense qu'il ne s'adresse pas à un individu particulier. Non. François, vous avez la même lecture? Lazare, vous avez la même lecture? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faudrait rappeler ce qui s'est passé. C'est qu'après le discours du président de la République, le 31 décembre dernier, alors qu'il s'adressait à la nation, on a vu des évêques faire des sorties ciblées sur le discours du président de la République. On a même un évêque qui a dit aux fidèles qu'il faudrait à tout prix, pour le paraphraser, le remplacer, même par un diable d'abord, en attendant, n'est-ce pas, qu'on trouve quelqu'un de mieux. Et c'est de là où tout est parti. Et moi, en tant que journaliste, je m'étais dit, connaissant l'attitude des responsables de l'Église catholique, si plusieurs évêques tiennent un tel discours, ça ne va pas s'arrêter là. Et on a la preuve avec cette sortie de la conférence. Vous avez l'impression qu'il cible particulièrement quelqu'un? On a justement l'impression, même si cette fois-ci, on n'a pas désigné un individu, mais le profil qui est donné, on a également cette impression que de nombreux critères sont contre le président actuel
Et donc, à ce moment, on peut pousser l'analyse jusqu'à ce niveau. Est-ce que les évêques veulent simplement le changement ou alors leur sortie vise simplement à écarter un candidat? Alors, est-ce que c'est la même lecture, professeur? La lecture du politologue? Non, d'abord je voudrais rappeler que l'Église catholique est une organisation sociale qui a pour but de promouvoir la foi en Dieu, qui a pour but de promouvoir la paix, l'amour, la justice, le pardon. Que ce soit l'Église catholique ou toute autre Église, c'est ça le rôle de l'Église. L'Église assure aussi une certaine reliance entre le divin, n'est-ce pas, et l'humain. Et dans cette reliance qui doit donc être assurée entre le divin et l'humain, les hommes d'Église ont certains devoirs à l'égard de la société. Il faut d'abord dire que les évêques du Cameroun, les pasteurs pris plus globalement, sont d'abord des citoyens camerounais. Et moi, je suis fondamentalement attaché à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Donc, lorsque les évêques s'expriment avec une certaine tonalité, avec une certaine orientation, il faut d'abord leur reconnaître la liberté de le faire. Ça, c'est d'un. De deux, ce qu'il faut dire, c'est que les évêques doivent quand même savoir qu'en France, vous savez, le modèle politico-administratif camerounais était inspiré fondamentalement du modèle français. En 1905, il y a eu une loi qui a séparé l'Église de l'État et qui a donc consacré ce qu'on appelle la laïcité. Ce que les évêques ne doivent pas faire, c'est de se comporter comme s'ils étaient des agents électoraux. Ce que les évêques ne doivent pas faire, c'est de se constituer d'une certaine manière en un cabinet conseil de sociologie politique et de marketing politique. Ce que les évêques ne doivent pas faire, c'est de se comporter comme s'ils étaient un organe électoral et finalement même une espèce de juge électoral. Mais reconnaissons aussi aux évêques le droit, parce que ce sont des acteurs sociaux, de regarder notre société dans sa froideur et de dénoncer les différentes insuffisances qui peuvent être observées dans cette société. Pour finir, je voudrais dire que, en dehors des missions tribuniciennes, principales ou principielles de l'Église catholique, il faut reconnaître aux évêques la capacité de pouvoir orienter la société, que ce soit dans son volet politique, dans le sens qu'elle se porte mieux. Donc, je vais revenir sur la question, oui. mais les évêques ne doivent pas définir un profil tel que je l'ai vu sur un certain nombre de points, parce que c'est un document impressionnant de 14 pages, en indiquant pratiquement ou en excluant qui devrait être candidat et qui ne devrait pas être candidat, ou qui serait un bon candidat ou qui serait un mauvais candidat. Abbé Etienne, vous avez écouté les uns et les autres, vous avez lu la presse de la semaine. Je vais vous rafraîchir la mémoire en rappelant que la nouvelle expression commutation indique que le volumineux document brosse le portrait robot du prochain candidat à l'élection présidentielle et explique pourquoi l'Église est dans son rôle lorsqu'elle doit s'occuper des problèmes de la cité et donc de la politique. Alors tout ce que vous avez entendu, ça rentre dans l'esprit même de la lettre pastorale? Bien, déjà, ce n'est pas une grande première. Je vais rappeler rapidement que depuis 1890, l'Église est arrivée, au moins catholique, est arrivée au Cameroun, et c'était un clergé essentiellement occidental, qui ne s'occupait pas nécessairement de la question de la vie des gens. Ils étaient là pour une mission. Certains ont même été accusés d'être simplement un bras caché de la colonisation. Ensuite, il y a eu les premiers prêtres qui sont venus en 1935, les Baba Simon et autres. Et de cette cuvée-là et ceux qui venaient après, il y a eu les premiers évêques, Monseigneur Etora qui est décédé, Jean Zoa, les Velskov qui sont venus et autres. À partir déjà de ce moment-là, qu'on a commencé à voir les évêques locaux. On a vu directement les évêques tels que Monseigneur Jean Zoa d'ailleurs, ou encore Albin Dogmont,
rentrait déjà, n'est-ce pas, avec le vent du Concile Vatican II et ses documents conseillers tels que Gaudium et Spes, rentrait déjà dans la vie sociale africaine. Nous sommes dans un moment où le son de la décolonisation, la négritude, tout cela, on a envie de la liberté, on a l'impression qu'on n'est pas encore indépendant. Et certains dirigeants, pas seulement au Cameroun, africains qui sont là, sont simplement vus comme étant la prolongation de l'administration coloniale qui n'est pas encore partie. Donc voilà le premier contexte d'intervention. Ils entrent presque en front avec ces gens, avec l'administration. Et ils ne le font pas simplement politiquement, ils s'engagent aussi dans les œuvres socio-caritatives, sanitaires, éducatives, les grandes écoles du pays en témoignent largement. Déjà à partir de le carême 1977, ce sont les deux évêques de Buea et de Bamenda, je crois Pius Awa et Vetskov, qui écrivent une lettre pastorale dont le titre est « Corruption et pot de vin ». Nous sommes au temps du président Aïyo, 1977. Le cardinal Christian Toumi, dont je venais de saluer la mémoire à ce moment-là, il est recteur au grand séminaire de Bambu et il conduit un groupe de laïcs, Christian Catholic Studies, qui était à la base, j'allais dire, de la rédaction de cette note. Quand je l'ai relu il y a quelques temps, je me suis dit, mais comment les problèmes qui sont posés en 1977 peuvent encore se poser aujourd'hui avec autant d'acuité? Lorsque cet épiscopat, sous le magistère justement du cardinal Christian Toumi, qui était président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, il était archevêque de Garoua à ce moment, en 1990, sort la lettre sur la crise économique qui est en train de déchirer le pays. Justement, d'autres voix s'élèvent pour dire le cardinal et ses évêques qui sont subversifs, ils ne sont pas dans leur rôle. Mais ils vont revenir à la charge. Le 4 septembre 2000, avec la lettre sur la corruption. J'étais en fin de cycle secondaire au petit séminaire Saint-Paul de Nilon. À cette époque-là, à la fin de chaque messe, nous avions une prière qu'on récitait pour la fin de la corruption au Cameroun. On a tellement accusé les évêques. En 2004, on a même accusé le cardinal de vouloir se porter candidat à la présidentielle. Cela lui a valu des menaces que vous pourrez retrouver dans le livre qu'il a écrit, Les deux régimes politiques, d'Amad Aïdjo et de Paul Biya, et Christian Cardinal Toumi, prêtre, éclairage. Et la conférence épiscopale nationale du Cameroun a son organe qui accompagne le processus électoral au Cameroun, qui est appelé la commission Justice et Paix. Et avec cette commission, en 1998, les évêques ont sorti une lettre pastorale sur l'engagement des fidèles chrétiens dans la vie politique. Parce qu'un évêque ou un prêtre, il ne peut pas être membre d'un parti politique. Il ne peut pas prendre part à la réunion d'un parti politique. Mais les fidèles laïcs, eux, ils ont l'obligation de le faire, au point où, en 2004, ils vont revenir avec une autre lettre sur le devoir et l'obligation du vote du chrétien. Tel que si un chrétien ne s'engage pas dans la vie politique, si un chrétien refuse de s'inscrire sur la liste électorale, si un chrétien refuse d'aller voter, il a en train de commettre pratiquement un péché. Parce que voter, participer à la vie politique, c'est un service de charité. En rappelant aux fidèles, que ce soit les acteurs politiques directs ou alors les simples votants, qu'il y a une manière chrétienne de faire la politique. L'Église repose quand même sur des valeurs telles que l'amour, la paix, la vérité. En 2018, le 24 août, les mêmes évêques ont écrit une lettre pour les élections. Elle était de 4 pages. 7 années après, une autre lettre est dehors. Cette fois-ci, elle est de 14 pages, comme vous l'avez bien souligné. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier que la voix n'a pas été écoutée. Alors, il faut passer à quelque chose. Est-ce que cette lettre est une manière d'excommunier un candidat au bénéfice d'un autre? C'est ce que la paix semble dire. Je dirais seulement, comme je le dis, il faudra qu'on parle l'enseignement des évêques comme de l'eau bénite que les évêques versent sur la nation. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on verse l'eau bénite quelque part, il n'y a que les démons qui s'agitent. Donc, les personnes qui s'agitent là sont possédées certainement par le démon du statu quo, par le démon de la malgouvernance ou alors celui de la corruption. Mais monsieur l'abbé, dire quand même que si on revient sur les qualités requises pour quiconque désire gouverner notre pays, la lettre parle de l'intégrité, de l'humilité, modestie, leadership moral.
il faut être capable, comme l'a souligné Christian tout à l'heure, de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Ce profil idéal, on va le trouver au ciel? Au ciel, pourquoi? Il y a bien des Camerounais partout, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du parti qui dirige le pays depuis ils viennent de fêter leur quarantenaire. Il y a des citoyens là partout qui ont ces aptitudes. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas comprendre la sortie des évêques comme un statut visé. Les évêques ne sont pas les aumôniers des partis de l'opposition ou alors des accompagnateurs du parti au pouvoir. Alors, ils sont dans leur rôle principal qui est celui de l'enseignement. Je comprends bien ce que l'abbé Étienne Bakaba dit. J'entends son propos, j'entends l'éloquence de son propos. Hein. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est que en matière politique au Cameroun, l'Église, à travers certains de ses leaders, s'est souvent prononcée et a souvent été située politiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier de le dire. Il y a des évêques qui sont souvent très clairement anti-régime, anti-système. Il y a des évêques qui sont pro-système. Il faut d'abord le rappeler. Il faut ensuite dire que moi je loue le rôle des évêques, le rôle des pasteurs de façon plus globale, que ce soit l'église presbytérienne camerounaise ou les autres églises. Le rôle de l'Église, c'est de promouvoir la paix et de dénoncer les injustices. Mais je dis bien, et je veux que l'abbé Étienne m'entende bien, le rôle de l'Église, ce n'est pas de se constituer en une organisation quasiment politique pour définir un portrait robot d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de se muer en une espèce de cabinet conseil. Il y a des entreprises. Il y a des entreprises qui travaillent dans le marketing politique, dans la sociologie électorale, et qui travaillent donc avec les partis politiques, qui gagnent de l'argent et qui montrent comment est-ce qu'un candidat doit mobiliser, qu'est-ce qu'un candidat doit faire. Professeur, mais je n'exclus pas l'Église catholique. Professeur, oui, je n'exclus pas l'Église catholique. Les évêques disent ceci. Oui. Comme pasteurs, nous ne saurions ignorer la connexion intime entre évangélisation et promotion humaine et l'inévitable dimension sociale de l'annonce de l'Évangile. Oui. L'Évangile nous oriente donc à accomplir une double tâche pastorale, aider les hommes à découvrir la vérité et à choisir la voie à suivre. Oui, mais sauf que je vous dis que lorsque vous lisez attentivement le document des évêques, ils ont été très mal. La conférence épiscopale, elle est très maligne, cette conférence-là. Parce que si ça avait été certains évêques, c'est-à-dire on peut se référer aux sorties individuelles ou personnelles qui ont été faites, on allait très clairement voir que là, il s'agit de monseigneur tel qui est contre le président, qui ne veut pas que le président se représente. Mais ils ont utilisé la conférence épiscopale nationale pour parler d'une même voix. Et dans cette conférence épiscopale nationale, il y a des évêques qui ils ne sont pas d'obédience politique différente. Mais ils ont... Oui, bien sûr. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des évêques qui sont vraiment contre le système. Hein. Il y en a qui le sont, et c'est leur droit. Il y en a qui sont pro-système. Ils ont préféré une stratégie, une dynamique commune pour parler d'une même voix. Mais en parlant de cette même voix, il y a une certaine tendance qui consiste, pour ceux qui sont contre le système, à être un peu dominants, pour ne pas dire prédominants. Mais pour finir sur la question, il faut reconnaître aux évêques la capacité et la qualité de dénoncer les injustices, y compris sur le plan électoral. Lorsque les processus politiques sont biaisés, lorsque les processus électoraux sont biaisés, lorsqu'il y a la mascarade électorale, lorsqu'il y a des fraudes électorales, mais les évêques, ce sont des citoyens camerounais. Ils ont le droit, en tant que d'abord citoyens camerounais, de dénoncer ces injustices, et ils ont encore plus le devoir moral de protéger la société, c'est-à-dire les citoyens camerounais, en les appelant à plus de vigilance, en les appelant à assumer, à accomplir leur devoir civique, qui consiste non seulement à être inscrits sur les listes électorales et à aller voter le moment venu. Il ne faut pas condamner les évêques pour les condamner, mais je dis et je termine en disant que ils ne doivent pas se comporter comme s'ils étaient des cabinets de conseil politique. Mais prof, je trouve que c'est un peu trop fort. Quand vous êtes trop catégorique. Oui, pour dire qu'il y a les évêques qui sont contre. Et pourtant, Christian, mon propos est bien nuancé. C'est nous qui avons des cabinets conseils. Vous êtes trop catégorique. Oui. En disant qu'il y a les évêques qui sont contre le régime. Oui, il y en a qui le sont. Mais il y en a qui le sont. Je ne pense pas que
critiquer un système, c'est être contre le système. Ah, ça, c'est mon c'est ça la point vraie de vue. nuance. Et je voulais ajouter avec ceci. Oui. Qui n'est pas avec nous Non, est contre c'est vrai. nous. C'est biblique, non? Il ne rassemble pas, il nous disperse. C'est vrai. Qui n'est pas avec C'est nous vrai. est contre nous. C'est biblique. C'est vrai, il y a une chose que je voulais que le prof nous dise. D'accord. Voilà la position de la conférence. Oui. Oui. C'est parce que, de mon point de vue, Oui. voilà les gens ne sont dit que s'il y avait une véritable opposition au Cameroun, ils devront faire. Quand ils n'ont pas fait, les évêques, ils venaient à l'aide des Camerounais. Monsieur l'abbé a un peu répondu à votre question. Et de manière claire, si moi je l'ai bien écouté, vous lui avez posé la question de savoir, avec tous ces critères, ce Camerounais viendra-t-il du ciel? Il vous a dit, il y a des Camerounais, ils sont même dans la société civile. Il vous dit, bien sûr, que ceux qui sont là, il semble bien vous dire que ceux qui sont là doivent partir. Il y a des Camerounais qui ont le profil indiqué. C'est à eux qu'on doit donner les choses. Donc, moi, je pense ici que moi, le problème que j'ai avec les évêques, M. l'abbé a fait la genèse tout à l'heure pour montrer que par le passé, l'Église catholique, ils interviennent toujours même dans le processus électoral. l'Église catholique, voilà, interviennent toujours dans les affaires politiques. Mais sauf que cette fois-ci, on parle d'une élection et l'Église catholique semble donner une orientation à ses fidèles. Et veut donner clairement voilà, une orientation à ses fidèles, singulièrement à tous les Camerounais en général. Moi, j'ai dit c'est ça qui fait problème. On devrait laisser les fidèles faire leur choix librement, parce que là, il s'agit de l'Église. Et que chaque fidèle aille faire son choix librement. Mais là, si on s'arrête sur les fidèles qui se disent que quand on a parlé à l'Église, c'est Dieu qui a parlé, on pousse directement ces fidèles à écarter certains candidats. S'il vous plaît, ce que je voulais dire, ce que je voudrais souligner, c'est d'abord l'honnêteté de cette lettre. Il faut la saluer. Pourquoi je parle d'honnêteté? Le président Paul Biya est un chrétien catholique. Vous comprenez? Donc c'est un membre de l'Église catholique. Vous imaginez l'effet que ça aurait pu avoir si le président actuel n'était pas d'obédience catholique. Qu'auraient pensé les gens? Que les évêques sont en train d'entraîner les fidèles contre. Oh, l'honnêteté ici, c'est que lui, il est fidèle catholique et ce sont les évêques catholiques qui s'expriment. Là où on a vu d'ailleurs, sans vouloir créer une polémique, des leaders d'autres régions, d'autres religions, prendre pratiquement fait et cause pour un candidat et dire nous sommes derrière lui. Je parle des leaders d'autres religions. Donc c'est là l'honnêteté de cette lettre. Et c'est clair que les évêques sont dans une perspective d'avenir. Ben, il faut être honnête, il faut avoir un minimum d'honnêteté. Pour dire que même si c'est mon évêque aujourd'hui qui a 80, 90 ans, il n'est plus un homme d'avenir. Non, là, monsieur l'abbé, vous savez, le Cameroun est dirigé par un certain nombre d'instruments, notamment juridiques. Vous savez, la loi fondamentale, c'est la Constitution. Même si chez nous, on a un peu peur de la justice qui ne nous a jamais dit qui tue les prêtres au Cameroun. J'entends bien ce que vous dites, mais je voulais simplement vous dire que la loi qui organise les institutions dans un État, qui fixe la dévolution au pouvoir, et ainsi de suite, s'appelle la Constitution. À partir du moment où il n'y a pas de limite d'âge et que la borne inférieure est de 35 et qu'il n'y a pas de borne supérieure, aucune personne, aucune organisation n'a le droit de dire à un candidat de 90 ans ou même de 100 ans qui n'a plus la force, qui n'a plus l'énergie nécessaire pour pouvoir gouverner. Parce que je vous ai rappelé, monsieur l'abbé, je vous ai rappelé tout à l'heure la particularité de notre système politique. Nous sommes un système présidentialiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, le président de la République, ce n'est pas lui qui gouverne. Le président donne les grandes orientations. S'il y a échec des politiques publiques, la responsabilité incombe au président de la République, d'accord, parce que c'est lui qui est le bénéficiaire final de la souveraineté populaire. Mais en réalité, celui qui est responsable des échecs des politiques publiques s'appelle le gouvernement. Dans le système politique camerounais, ce n'est pas le président de la République. Je vous assure. Si vous étudiez les régimes comment politiques... la créature peut être responsable devant le créateur? Tous ces gens, ils disent qu'ils sont des créatures. Le responsable, Lazare, pour finir, hein, je voudrais lui faire comprendre que le président de la République ne peut pas être tenu pour totalement irresponsable de la situation. Moi, je suis assez froid dans mes analyses. Si vous me suivez un peu, je suis assez froid. Pourquoi? Parce que c'est lui qui choisit le personnel politique.
Bon, à partir du moment où c'est lui qui choisit le personnel politique, dirigeant, suprême, stratégique, il est co-responsable de la situation. Bon, et il est le responsable en chef. Et quand c'est mauvais, c'est son mauvais choix, il faut le dire. Je voudrais finir en disant ceci. Je voudrais finir en disant à l'abbé Étienne qu'on n'a pas le droit moral, l'Église ne doit pas dire qu'un candidat de 92 ans est fatigué et qu'il n'a plus l'énergie. L'Église ne l'a pas dit ici. Hein? Non, mais vous l'avez dit. Et je vous rappelle que vous êtes de l'Église. Je me rappelle, et que vous avez certainement les confidences des évêques. Je me prononce ici exactement comme quelqu'un qui n'a pas perdu sa raison malgré les lois, tout simplement. On va avancer. En fait, ce que moi je voudrais dire, c'est simple. Moi, l'Église, et vous avez évoqué le nom du président de la République, Paul Biya, tout à l'heure, pour dire qu'il fait partie de vos fidèles. Et je sais que pour l'Église, tous les fidèles vous appartiennent, ce sont vos enfants. Vous ne pouvez pas prendre la résolution alors que la Constitution ne l'interdit pas, la loi ne l'interdit pas, de dire à l'un de vos enfants qui n'a plus d'énergie. Que lui n'a plus d'énergie. Il parle de la raison. Mais le rôle d'une maman, c'est quoi? C'est pas seulement de donner naissance aux enfants, c'est aussi l'éducation. Et on a le droit de dire à son enfant que mon fils, tu as choisi telle femme, mais en tant que maman, je te dis cette femme, elle ne te convient pas. C'est ton droit suprême, en tant que maman. Je pense que si le pays était bien gouverné... C'est ça le vrai problème. Si le pays était bien gouverné, on a un système électoral acceptable, on ne devait pas avoir la sortie. Parce que la lettre, justement, se prolonge là-dessus en parlant du système électoral. Et là, je ne suis pas d'accord avec Christian. Ce n'est pas le système électoral camerounais qui fait qu'il n'y ait pas d'alternance politique au niveau de la tête de l'État. Ce n'est pas du tout le système électoral qui est en cause. C'est la faiblesse de l'opposition qui est en cause. Vous pouvez me croire. C'est la faiblesse de l'opposition qui est en cause. Une opposition qui est incapable de fédérer ses énergies et de trouver un candidat consensuel à une élection présidentielle face à un candidat du RDPC qui mobilise une hétérogénéité et une diversité de ressources qu'aucun candidat de l'opposition individuellement ne peut égaler. La seule possibilité pour ces candidats de l'opposition, c'est de fédérer leurs forces. C'est trop facile. Et moi, je ne veux plus laisser les journalistes dire cela. Avec Christian. Notre système électoral actuel, même s'il y a 600 opposants au Cameroun, ils se réunissent et ne peuvent pas battre le RDPC. Non, mais ce n'est pas prouvé. Alors, ça, c'est une parole journalistique. Moi, je parle sur la base des recherches que nous faisons. Non, c'est pas vrai. On va avancer. Parce que le RDPC perd souvent certaines élections, que ce soit local, régional, à certains endroits. Le RDPC perd les élections dans ce pays. Ça veut dire que le système électoral n'est pas aussi mauvais que ça. Dans le point 8 portant sur le cadre juridique des élections, les évêques estiment que la recherche du consensus débute par l'instauration d'un code de conduite, code de bonne conduite, afin de s'éloigner des critiques de manque de transparence, de justice et d'équité. Et quand on a parcouru le messager, on a pu lire à la une, attentisme et les CAM, les évêques sont le glas. Émergence parle de la nouvelle charge des évêques contre le système électoral. Alors, monsieur l'abbé, quand on écoute cela, est-ce qu'on a tort de penser que les évêques du Cameroun donnent un coup de main à l'opposition qui tient souvent ce type de discours? Je le redis, je ne vais jamais cesser de le redire. Les évêques n'ont pas à prendre fait et cause, soit pour l'opposition, soit pour le parlement. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui peuvent devenir le parti au pouvoir demain. Que feront les évêques? Ils vont se taire alors? Non. Le problème des évêques est identifié au niveau de la vie des Camerounais. C'est ça qui nous préoccupe en réalité, c'est ça qui préoccupe l'Église. Parce qu'au quotidien, vous voyez, les évêques, comme je le disais, les évêques, c'est qui? Les prêtres, c'est qui? C'est des hommes de terrain. Ils sont tout le temps dans les quartiers. Ils sont tout le temps dans les descentes. Ils sont tout le temps à l'écoute. Or, on a l'impression que ceux à qui nous avons donné la direction, la chose est temporelle chez nous, ils sont à fond. Regardez tout le magistère qui est déjà sorti. Si un jour on s'était arrêté, on a dit, ouais, écoutons au moins ces gens-ci pour une fois. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer ici? Voilà un problème qu'on a peut-être passé, qu'on est en train de ramener aujourd'hui à la politique. Peut-être on a déjà fermé le chapitre qui est celui des ordures. Imaginez un peu que les évêques sortent une lettre pastorale aujourd'hui sur les ordures, parce que les questions de l'écologie, l'Église s'y intéresse. Les questions de l'écologie. On va encore dire une fois, mais depuis quand les évêques parlent des ordures? Parce que les gens ne comprennent pas. Les évêques ont l'obligation, l'Église en tant que mère éducatrice, a l'obligation de s'intéresser aux situations sociales. Elle ne peut pas prêcher un évangile qui est totalement désincarné des réalités des gens. C'est-à-dire qu'ils seraient là comme des musiciens du Titanic. Le bateau coule, ils continuent à jouer la musique. Alléluia, Dieu vous aime, regardez le ciel.
sans rien dire. C'est pas possible. Moi, je ne serais pas partisan d'une telle église, hein, même à titre individuel. Et là, je vais cesser de dire bravo, parce que souvent, on reproche aussi à cette église de ne pas prendre position. Quand elle s'était, on dit pourquoi il ne parle pas à regarder un simple bonjour amical que le secrétaire général de la présidence est allé adresser à M. Samuel Kleda. Vous avez suivi ce qui a été relayé dans certaines presses? Ah voilà, il allait corrompre l'évêque. Est-ce que c'était l'objet de sa visite? On nous accuse de toutes parts. Dès que vous vous montrez sympathisant avec un de vos enfants, c'est que vous êtes devenu un mangeur de pain sardine. Dès que vous avez de l'autre côté... Dès que vous vous révélez sympathique, parce que si vous dites sympathisant, ça renvoie à une autre réalité. Il faut être sympathique envers tout le monde. Vous avez dit sympathisant. La parole a glissé. Voilà. L'église est ouverte à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Hein. Quand vous vous mettez à la cathédrale de Yaoundé le dimanche, là-dedans, vous avez des fidèles qui sont de l'opposition, vous avez des fidèles qui sont membres du gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diviser vos fidèles en deux? C'est pas possible. Alors, l'Église rappelle simplement que les élections constituent un lieu d'expression du choix politique d'un peuple et sont un signe de la légalité, de la légitimité pour un débat politique public sain et serein, caractérisé par le respect des différentes opinions et des différents groupes politiques. Là, l'Église s'adresse aux médias. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, oui, vous formez l'opinion, vous façonnez les opinions. Parfois, c'est pas dans le bon sens. Selon la météo, l'Église interpelle les médias, que les hommes et les femmes des médias soient compétents, se distinguant par leur savoir-faire et la qualité des informations qu'ils diffusent, ainsi que par leur résistance aux pressions contraires à leur déontologie. C'est un jeu trouble aussi, Christian. Là, on parle de vous, hein, les médias. Oui, mais... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce qu'on connaît qu'il y a des médias qui sont créés par les hommes de l'État pour jouer propagande. Parce que vous avez choisi dans Guardian Post, dans le message des évêques, c'est dire que le président, enfin le message visait le président de la République. Or, l'évêque nous dit que le prêtre nous dit que ce n'est pas cela. Non, on avait dit put behind tight corner. C'est-à-dire? Qu'on lui a mis dans un côté un peu difficile, non? Est-ce que c'est le sens de l'information? Je crois que c'est l'information médiatique est au service du bien commun. Voilà ce que disent les évêques. La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. C'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2494. Quand le média ne joue plus ce rôle-là, il fait dans de la désinformation. C'est évident qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas neutres. Comme hier, jamais, c'est pas possible. On entend souvent dire cette chose, oh, les médias, aucun média n'est vraiment neutre. Moi, je ne suis pas neutre quand je suis sur Radio Télévision Veritas. Je suis là pour l'évangélisation. C'est-à-dire que je ne peux pas me positionner par rapport à quelque chose qui est contre l'évangélisation. Ce n'est pas possible. Vous qui êtes ici, vous avez une position, vous avez une ligne éditoriale. Si vous allez à côté, M. Charles Dongou va vous frapper. Hein. Donc, on n'est pas neutre. Et dans ces faits, alors, on va donc avoir effectivement des médias qui roulent, qui pour l'opposition ou qui pour le parti gouvernemental. Oui, c'est vrai. Je prenais part à une conférence récemment qui a été animée par Daniel Anicenois, que vous connaissez d'ailleurs très bien. C'était du côté le professeur. Du professeur, parce que j'ai failli dire docteur Daniel Anicenois. Alors, justement, il parlait de journalisme épais et il me souvient qu'il avait insisté pour dire que les journalistes doivent s'éloigner des communicateurs. Que désormais, vous savez, si on a donné de l'argent à une presse pour produire un journal, ça devient de la communication, vraiment directe. Et là, il faut faire attention à ce type d'informations. Et que les journalistes doivent quand même prendre une certaine distance, surtout lorsqu'il faut évoquer des problèmes de paix dans un pays. Parce que le journaliste n'est pas celui-là qui doit mettre le feu, n'est-ce pas, dans un pays comme le nôtre. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut aussi faire attention. C'est que nous avons l'impression que ce que les évêques ont fait, c'est un peu mettre aussi, n'est-ce pas, le feu, n'est-ce pas, dans les têtes. Il y a des types de feu. Il y a le feu de l'Esprit Saint qui purifie. Et il y a le feu qui brûle pour brûler. Et justement, on peut aussi constater là que certains journalistes arrivent, non pas pour mettre le feu, mais pour éteindre le feu allumé justement par les évêques. Et je crois qu'il ne faut pas être contre ces journalistes parce que il faut aussi qu'on soit franc, monsieur l'abbé.
le mot est dur ces derniers temps. Quand on écoute ce qui sort des homélies des différents évêques, le mot est très dur. Non, et pour des esprits fragiles, moi je me dis, il faut faire attention, ça peut aller dans tous les sens. Il est en train de dire que les mots sont trop forts cette fois, mais M. Abbé avait bien expliqué. C'était trop fort cette fois parce qu'ils ont constaté que tout ce qu'ils ont indiqué depuis 2011, rien n'a changé. C'est devenu plus grave. C'est pour ça qu'ils ont sorti très fort cette fois. Alors, oui, j'ai la chance d'enseigner la sociologie des médias et de l'opinion publique parmi mes enseignements à l'université de Yaoundé 2. Et parmi les organes ou les organisations de la société qui forment l'opinion publique, il y a les médias. Il n'y a pas seulement les médias. Il y a aussi, heureusement, les églises. Toutes ces organisations-là forment l'opinion publique en l'orientant dans une certaine mesure. Donc, le rôle des médias, dans un contexte comme le nôtre, est un rôle, mais capital, dans le sens de la responsabilisation, dans le sens du respect des droits et des devoirs des citoyens, dans le sens de la promotion de la paix, de la cohésion nationale et de la cohésion sociale. L'Église catholique doit cependant, Monsieur l'abbé, je ne peux pas finir ce sujet sans vous dire cela. Vous avez la responsabilité aussi à l'Église catholique de recadrer certains de vos évêques. Mais je veux bien qu'on me dise que voilà, l'évêque de Yagua a utilisé un langage imagé, il a utilisé une métaphore. Il faut quand même être, pardon de le dire, mais je ne le dirai pas. Parce que si je suis méchant, je dirais qu'il faut être culotté pour quand même appeler le diable à gouverner un pays comme le Cameroun. Ah, même Jésus avait dit à Pierre, arrière Satan. Hein. Oui, mais... À un moment donné, quand ça ne va pas, mais non, mais utiliser une métaphore. Mais le problème, c'est que lorsque même vous Jésus appelez... avait appelé les pharisiens engeance de vipères. Monsieur l'abbé, le problème, vous c'est que lorsque vous Jésus appelez... parce qu'il a appelé les pharisiens engeance de vipères. Lorsque vous appelez le diable peut arriver, s'installer, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'en ira. C'est ça le problème, monsieur l'abbé. Alors, on va sortir par là, on a eu cette... Est-ce que je peux... Tout un petit mot. Oui. Pour dire aux gens que les évêques ne se contentent pas d'écrire. La mission première de l'Église, c'est la prière pour la nation. Et ça, on n'oublie pas. Donc, du 26 au 27 avril, à Marienberg, les évêques du Cameroun invitent tous ceux qui le désirent, avec les fidèles catholiques, à venir prier pour la paix et l'espérance au Cameroun. Mais je ne voudrais pas non plus finir ce propos en ne disant pas que l'Église catholique doit aussi apprendre à balayer devant sa cour. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Quand on parle de l'Église, vous-même, vous êtes dans l'Église. Si vous avez une carte de baptême, vous êtes dans l'Église. Parce que quand vous dites l'Église... Je suis de l'Église chrétienne, mais pas catholique, mais presbytérienne. Mais je suis de l'Église. Je voudrais aussi que l'Église puisse balayer devant sa cour. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Et vous avez lu quand même la lettre des évêques du Cameroun contre ces choses-là. Je voulais juste le rappeler à l'antenne. On le fait tout le temps. Oui. Je rappelle que le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, a effectué cette semaine une visite de travail. C'était dans l'extrême nord. Comme l'écrivent l'Œil du Sahel et Info Matin, Joseph Betia Somme était au chevet des soldats blessés. Il est allé transmettre le réconfort et les encouragements du chef de l'État, chef des forces armées, aux troupes engagées dans les différentes opérations de protection des populations et de sauvegarde du pays. Regardons le ministre Betia Somme au lendemain d'une attaque terroriste ayant coûté la vie à 12 soldats camerounais. La reprise du peuplement de certains villages autrefois dégarnis, la reprise des activités économiques et douanières dans la région de l'extrême nord et la reprise des classes dans la quasi-totalité des circonscriptions administratives de cette région sont autant d'indicateurs et de résultats de votre action courageuse et professionnelle contre les menaces des mouvements terroristes. Je transmets à toute la famille des forces de défense et de sécurité et aux familles de nos hommes décédés les sincères et profondes condoléances du chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya, pour vos frères d'armes tombés au champ d'honneur.
Le 2 avril 2025, lors d'une cérémonie protocolaire de la BEAC à Bangui, en République centrafricaine, une nouvelle gamme de pièces de monnaie a été mise en circulation. Elle avait déjà été présentée ailleurs. Sur le marché, on peut maintenant avoir la pièce de 200 francs CFA. Par ailleurs, Mutation nous dit que la BEAC injectera 500 millions de francs CFA chaque année sur le marché de la CEMAC. Lazare Zambo nous a laissé, le directeur central de la BEAC nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, c'est vrai. Vous direz merci à monsieur le gouverneur, Yvonne Sana Bangui, qui a autorisé votre passage sur scène de presse. Merci de nous accompagner ce soir. Je vous remercie. Alors, selon le quotidien Le Jour, les métaux et les alliages qui ont été utilisés pour cette nouvelle gamme vont permettre de garantir sa sécurité par rapport à l'exportation des pièces ou l'érosion que nous connaissons dans la zone. Je commence par vous directement. Quels sont en réalité les effets attendus sur les transactions en espèces? Merci pour la question. Il y aura beaucoup de pièces maintenant sur le marché, c'est ça? Puisqu'on a annoncé 500 millions, donc il y en aura suffisamment pour répondre aux besoins des populations. Mais avant de faire état des effets attendus de cette émission conséquente des nouvelles pièces, je tenais quand même à dire que ma présence sur le plateau témoigne de cette volonté du gouverneur de dorénavant communiquer, parce que pendant longtemps, oui, on dit l'armée c'est la grande muette, mais la BEAC aussi, on disait que c'est un mur de verre, donc on ne communique pas. Donc c'est un élément que le gouverneur qui lui tient vraiment à cœur, que nous communiquions davantage. Nous en sommes très honorés, vous êtes sur le plateau, c'est pas tous les jours qu'on les voit, la BEAC. Voilà, donc il y a un début à tout, merci bien. Alors, en termes d'effets attendus, il faut d'abord souligner que les pièces en font partie de ce qu'on appelle la monnaie divisionnaire. Et l'une des fonctions de la monnaie, c'est un élément de compte, c'est unité de compte. Donc, la monnaie divisionnaire viendrait pour faciliter le compte. Ça, c'est déjà un premier élément, un effet, puisqu'aujourd'hui, on compte à combien lorsque nous allons dans les supermarchés ou dans les magasins? On compte quasiment à 100 francs, on compte à 50 francs. Or, on compte à l'unité, c'est 1 franc. Donc, ça viendrait résoudre déjà ce problème-là. Et le second, ça vient, comme vous l'avez si bien dit en introduction, résoudre le problème de la pénurie. Puisqu'il y a eu une pénurie qui a été longtemps observée des pièces avec, vous l'avez aussi souligné, les exportations frauduleuses de nos pièces parce que les alliages à travers lesquels les ont été produites avaient une valeur plus importante que la valeur faciale des pièces et donc les gens les utilisaient à d'autres fins, ce qui a également causé la pénurie, mais également les salles de jeu qui ont fait des pièces, des éléments pour leur production en mettant dans les machines à sous, alors que ces machines sont fabriquées sont fabriquées et il y a des jetons qui sont adaptés pour pouvoir les faire fonctionner et avec une contre-valeur faciale. Alors, ça fluidifiera les transactions, puisque unité de compte, et une des innovations, c'est la pièce de 200. Parce que certains se demandent pourquoi ajouter une autre pièce. Vous comprendrez que lorsqu'on va au marché avec, on a 1000 francs, 5 pièces, c'est moins lourd que 10 pièces de francs. Voilà, donc ça fluidifiera également les transactions dans ce sens-là. Monsieur l'abbé, vous aurez beaucoup de travail maintenant pour compter les jetons. Pour compter les jetons, parce que l'Église n'aime pas l'argent, mais vous aurez beaucoup de travail maintenant. Il y a les pièces de 1 franc qu'il faudra compter. Bon, sauf que de temps en temps, vous dites, bon, on aimerait aussi voir les billets et non les pièces. Surtout que l'adage le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Quand il fait déjà trop de bruit, c'est que ce n'est pas l'argent en réalité. Donc, le bruit des pièces qui secouent de part et d'autres là. Bon, je crois que quand on parle de l'argent et surtout du franc CFA, oui, on peut résoudre les problèmes comme le représentant de la BEAC le dit si bien, mais ce n'est pas ce qui intéresse véritablement l'Africain aujourd'hui. C'est vraiment pas ça. La question pertinente en ce qui concerne l'argent, la monnaie, c'est l'histoire qu'on appelle le franc CFA, c'est ça. Et nous savons tous que l'Africain sérieux, celui qui pense à la prochaine Afrique, ne veut plus du franc CFA.
Mais vous savez que les réunions, vous voulez faire qu'on a... porter une casquette qui est lourde sur la tête du directeur. Non, le directeur n'a pas à s'inquiéter. Attendez. Comme notre économie est appuyée sur le franc CFA, on voit ce que cela a produit depuis 1945. Où sommes-nous? On va accuser, peut-être, on va s'accuser nous-mêmes, notre corruption interne, la mauvaise gestion et tout. Mais il y a aussi le fait que notre économie fonctionne avec le franc CFA n'apporte rien à notre économie en réalité. Elle nous dépouille. Voilà ce qui est pertinent. L'innovation de la BEAC qui consiste à résoudre le problème de la pénurie des pièces. Et les effets sur les transactions en monnaie. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. J'entends bien le débat, rassurez-vous, je suis un gros nationaliste et panafricaniste. Et un gros anti-français, j'espère. Vous savez, ce sont des débats techniques sur lesquels je préfère revenir en amphithéâtre lorsque des occasions sont spécialement dédiées pour en parler. Moi, je voudrais saluer ici la présence du directeur central de la BEAC sur notre plateau pour nous expliquer justement ces innovations. Vous savez, moi j'achète du pain. Chez moi, c'est moi qui achète le pain. Et je vais vous dire une chose, lorsque vous arrêtez dans un supermarché, comme le directeur central, Evrard Ulrich l'a bien rappelé, lorsque vous terminez les achats, si on doit vous rembourser, par exemple, 4 555 francs, je vous assure que la caissière va vous donner 4 550 francs. Elle ne s'excusera même pas de ne pas être capable de vous rembourser les 5 francs ou les 4 francs ou 3 francs qu'elle doit automatiquement vous rembourser. Moi, je me souviens quand j'étais en France, vous ne restez pas avec un centime d'un citoyen français ou d'un résident de cet espace-là. Bon, c'est la France que je connais, c'est là-bas que j'ai vécu un peu. Donc ici, c'est une mauvaise habitude. Oui, mais on a l'impression que ce monsieur, c'est un professeur d'université, il demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas ses 5 francs. Alors c'est vous qui passez pour le mal élevé, alors que c'est la caissière qui est mal élevée. Je vous le dis, dans la plupart de nos supérettes, de ce qu'on appelle supermarché ici, mais en fait ce sont des supérettes, parce qu'il y a, je ne sais pas si à Yaoundé, il y a même un supermarché, peut-être un seulement. Vous passez pour le méchant, le mauvais, le mal élevé, je vous dis, je répète le mot, alors même qu'on doit vous rembourser votre monnaie exactement le montant que vous méritez. Alors, le problème sera donc résolu, le problème de l'introduction des 1 franc, des 200. Il y aura une facilité à avoir un peu plus la monnaie, à vous rembourser lorsque vous faites certains achats, certains petits achats. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je termine par là seulement, il faut encore féliciter la présence du directeur central sur notre plateau, parce que ça montre bien que la BEAC ne pense pas seulement aux riches. La BEAC pense au panier de la ménagère, à la ménagère qui fait les marchés, qui fait les achats chaque jour, et c'est très bien. Christian, ça règle un problème? Beaucoup, mais j'ai juste un petit souci. Je ne sais pas si nos mamans de village vont... Ça va prendre le temps avant Justement, là, j'ai la question, monsieur le directeur, qu'est-ce qui sera fait pour que les nouvelles pièces soient acceptées par les populations? Parce qu'en même temps, acceptées par la population. Parce qu'en même temps, on n'accepte plus aujourd'hui, même dans les achats. Bon, déjà, il faut souligner pour l'abbé, le sujet le plus important, selon lui, c'est le franc CFA. Je crois qu'on peut, vous pouvez envisager une autre émission, le moment venu pour que nous en débattions. Parce que, comme on parle de pièces, il y a la face, il y a pile et face. Donc, il y a les deux faces. On peut voir ça de deux manières et il y a de la matière là-dessus. Alors, l'acceptation des pièces par les populations passe par la communication. Il faudrait que nous communiquions. Oui, le professeur tout à l'heure a dit l'innovation avec l'introduction de la pièce de 1 franc. Non, la pièce de 1 franc existe. Oui, elle existe. Depuis la gamme 72. C'est parce que les populations ont eu une certaine défiance. L'une des raisons évoquées, c'était pas l'insignifiance du montant, c'est-à-dire que 1 franc, la valeur faciale, c'était que les pièces étaient de très petite taille et ça se perdait très facilement. Et ce problème-là a été résolu
là, dans la gamme 2024, nous avons des pièces de taille plus importantes. La taille a changé. La taille est plus importante. On a des diamètres de 19 mm pour la pièce de 1 franc à 29 mm pour la pièce de 500 francs. Donc ça, ce sera résolu. C'est vraiment la communication, la sensibilisation. Et vous avez parlé des coins reculés. Ben justement, aujourd'hui, on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Plutôt que d'y vilipender la BEAC à travers des faits de société, parfois des bruits de couloir, c'est mieux de communiquer également sur la matière que la BEAC met à la disposition des populations afin de faciliter les transactions. À Malabo, lors de la première session du comité de politique monétaire, le périodique Diapason, l'économie, Éco-Matin et toutes les autres parutions de la semaine traitant des questions économiques l'ont relevé, la BEAC a décidé de la réduction des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des appels d'offres, qui est le taux auquel les banques commerciales se refinancent auprès de la BEAC, est passé de 5 à 4,5%. Le taux de facilité de prêt marginal, qui est la rémunération des financements obtenus par les banques commerciales auprès de la BEAC, pour une période de 24 heures, passe quant à lui de 6,75% à 6%. Oui, c'est technique tout cela. On dit que cet assouplissement va contribuer à stabiliser les perspectives d'inflation à moyen terme. Ce n'est pas nouveau, la baisse des taux d'intérêt. Mais on peut se poser la question, pourquoi cette démarche-là, à ce moment précis, quelles sont les conséquences surtout sur les entreprises et les ménages? Déjà, j'aimerais préciser, bon c'est vrai que c'est technique, mais j'aimerais préciser un point, c'est que le taux d'intérêt des appels d'offres, donc le taux de refinancement, vous avez dit le taux auquel les banques se refinancent auprès de la banque, c'est un taux minimum, parce qu'il y a une enchère. Donc le minimum, c'est ce taux-là qui a été ramené de 5% à 4,5%, et puis le taux de la facilité de dépôt, comme vous l'avez, la facilité de prêt marginal, comme vous l'avez bien dit, c'est le taux qu'une banque percevrait lorsqu'elle bénéficie plutôt d'un concours de la BEAC à 24 heures. Donc le taux que la banque paierait. Celui-là, il n'y a pas de problème particulier. Pour ce qui est de l'impact de la baisse du taux directeur de 5% à 4% sur les populations et sur les entreprises, il faut repartir à la fonction première de la monnaie. Ici, une monnaie, pour qu'elle soit acceptée, il faut que sa valeur soit stable. La valeur de la monnaie est érodée par l'inflation. Donc nous avons, en termes d'objectif final, c'est de préserver la valeur de cette monnaie au cours du temps. À travers quoi? À travers sa capacité à ne pas s'éroder au cours du temps, donc à contenir la hausse des prix, l'inflation, d'une part, et également par rapport à l'extérieur, de garantir aujourd'hui 1 euro vaut 655,957 francs CFA, mais ce n'est pas pareil par rapport au dollar. Donc il ne faudrait pas que demain on se retrouve que 1 dollar vaut 10 000 ou bien 1000 francs CFA. Donc on veille à ce que la monnaie garde sa valeur. À travers quoi? À travers les réserves de change, c'est-à-dire que les devises que nous gardons par devers nous au niveau de la Banque centrale pour aider les importateurs de la CEMAC à faire les transactions. Jamais on a dit que la BEAC n'a pas suffisamment de réserves pour que le prêtre importe ses chasubles. Lorsqu'il demande, on lui donne les dollars, il les importe. Et donc là, c'est pour préserver. Ils sont pas assez riches pour importer. Bon, donc déjà ça. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on regarde les objectifs donc, en termes d'inflation, à fin 2024, nous étions à 4,1% et nous projetons en fin 2025 2,9%. Et pour le niveau des réserves en termes de mois d'importation, c'est-à-dire que si on n'accumulait plus les réserves, étant donné nos importations en 2024, on aurait pu couvrir 4,61%, plutôt 4,61 mois, donc 4 mois d'importation. À fin 2025, on projette 4,77. Alors, je vais préciser ma question. Non, j'y viens. Je vais préciser ma question. Est-ce que... Le problème du consommateur, le problème du ménage, nous tous qui sommes ici, c'est que est-ce qu'il n'y a plus d'argent maintenant dans les banques, on peut me donner un crédit? Est-ce que c'est cela? J'y viens justement. Oui. Donc, en garantissant cette valeur, on se dit, alors, quel est le taux d'intérêt qui est compatible avec ces prédictions à moyen terme?
Donc, dans les travaux que nous avons faits, il fallait abaisser le taux directeur de 5 à 4,50. Alors, pour l'entreprise, lorsqu'on abaisse le coût du loyer de l'argent, les banques dégagent de la marge pour pouvoir financer l'économie. Donc, pour les entreprises, il y aura plus de possibilités de se financer à moindre coût, y compris les ménages. Maintenant, là, ça posera le problème de la transmission de la politique monétaire, c'est-à-dire la Banque centrale a abaissé le taux. Est-ce que les banques commerciales vont suivre pour appliquer la baisse des taux au niveau des sorties, des crédits qu'ils accordent à leur clientèle? Mais d'après nos projections, oui, l'investissement va repartir puisque en abaissant le taux d'intérêt, ça encourage l'investissement et partant la consommation, donc la demande globale. Les ménages peuvent se frotter les mains. Il y aura un effet positif sur leur demande de crédit et sur leur consommation. Le directeur pose un problème fondamental. Eux, ils font des efforts là-bas. Ceux qui sont en contact avec nous, ce n'est pas la BEAC. Est-ce que vous avez la conviction qu'au niveau de la banque, les choses iront plus facilement? I think, like he's saying, I think it's going to facilitate a lot of banking transactions. Moi, je pense que la BEAC, sur cette question précise, a du pain sur la planche. Vous savez, moi, en tant que fonctionnaire, vous savez, lorsque vous essayez dans un contexte comme le nôtre de vivre honnêtement, c'est-à-dire que vous dépendez fondamentalement de vos revenus salariaux, c'est-à-dire votre salaire, qui est votre revenu principal, et puis peut-être les petites primes de recherche qui sont attachées à un statut comme le mien, c'est-à-dire le statut d'enseignant, chercheur, fonctionnaire. Si vous voulez faire un petit investissement, c'est-à-dire peut-être construire un petit appartement pour sortir de la location, vous allez prendre un crédit dans nos banques commerciales. Alors, monsieur le directeur, je vous fais savoir ici que ces banques, c'est quasiment du 50%. Hein. Ah oui, moi je vous dis, vous savez, hors antenne, je vais vous dire des choses que je ne dirai pas ici. C'est terrible. Pour moi, c'est plus facile pour moi pour aller à une microfinance pour demander la prête qu'à la banque parce que c'est vraiment énorme. Est-ce qu'à la BEAC on comprend ce phénomène-là? Le fait que les taux d'intérêt soient très élevés au niveau des banques commerciales qui sont nos interlocuteurs premiers? Oui, à la BEAC, nous le comprenons. Et d'ailleurs, il y a un des comités national économiques et financiers qui est très dynamique dans la zone, notamment le CNF du Cameroun, où il y a toute une organisation pour traquer les entorses à la réglementation parce qu'il y a le taux d'usure qui, je crois, doit être autour de 26%, mais bon, je n'ai pas souvenance, mais ça ne doit pas dépasser 26%. Ça ne doit pas dépasser 26%. Ça ne doit pas dépasser 26%. Mais c'est incroyable, donc, monsieur le directeur central, c'est incroyable. Donc, lorsqu'un crédit vous est accordé et qu'on calcule le taux effectif global de ce crédit et qu'il ressorte au-dessus de ce taux d'usure, la banque est en infraction et les CNF prennent des mesures dans ce sens-là. Donc, on ne devrait pas avoir des taux prohibitifs. Au-delà du taux d'usure, c'est un taux prohibitif. Mais donc, je vous assure que pour un salaire je prends un montant symbolique, pour un salaire de 200 000 francs, si vous êtes dans une banque ici, ils vont vous prendre 90 000 francs ou 95 000 francs. C'est ce qui se passe. Bon, ce sont des phénomènes qu'on n'a pas observés. On va quand même voir avec les CNF. Sinon, les CNF auraient quand même... C'est ce qui se passe. Je ne veux pas vous parler de mon cas personnel. Ça, c'est en off, je vous assure. C'est-à-dire que si vous avez un salaire de 200 000 francs, bon, rassurez-vous, ce n'est pas mon cas. Vous êtes modeste. Vous avez, si vous contractez un crédit dans une banque dont je ne citerai pas le nom, mais ils vont vous couper pratiquement 100 000 francs. Alors, et c'est intenable et invivable. Non, professeur. Il faut absolument que Je suis également client d'une banque commerciale. Oui. Il m'est arrivé de prendre des crédits. Oui. Mais le taux auquel j'ai été exposé pour un crédit de 9 mois, parce que c'était un crédit scolaire à l'époque, c'était 13%. Bon, donc, vous êtes fonctionnaire de la BEAC, vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi. Non, nous avons les mêmes problèmes, nous sommes sur la même place. Quand l'argent commence à faire le bruit, c'est que c'est pas l'argent. C'est qu'il y a un danger. Parce qu'on a l'habitude de dire l'argent ne fait pas le bruit. Donc le bruit qui se fait à la BEAC avec les pièces avec bien d'autres choses. Hein. Avec beaucoup d'autres choses, pour moi, ce n'est pas de l'argent. À la conférence de presse donnée à Malabo à l'issue de la première session du comité de politique monétaire, le journal Intégration nous rapporte ces propos du gouverneur de la BEAC. Il estime que la pression inflationniste dans la zone CEMAC, et il a dit tout à l'heure que c'est
C'est un objectif pour cette institution. La pression inflationniste dans la zone CEMAC suit une tendance baissière et nous anticipons une diminution encore plus marquée cette année. Cette évolution favorable s'accompagne d'un niveau globalement confortable de nos réserves de change, témoignant de la résilience de notre économie face aux chocs externes. Nous sommes dans une période d'incertitude en raison du calendrier électoral. Au Gabon, c'est le 12 avril qu'il y a élection. Au mois d'octobre, il y aura également élection au Cameroun, élection du président de la République. Alors, ces moments-là, on peut observer parfois un ralentissement économique dans les pays concernés. Est-ce que la maîtrise de l'inflation, à ce moment-là, vous l'avez prévu, puisque c'était un élément clé dans votre démarche, est-ce que vous l'avez prévu? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour un éventuel choc? L'élection au Gabon, l'élection au Cameroun, ça craint quand même. Ça craint si on est surpris. Et si c'était une première. Des élections dans notre zone, on en a eu dans le passé. Et on a observé, oui, il y a une demande qui repart parce que bon, les différents candidats font dans le cadre de leur marketing politique, comme dirait le professeur, ils vont dépenser énormément pour acquérir à leur cause plusieurs électeurs. Mais c'est un phénomène qui est circonscrit. C'est pas tout. Donc, et ce qui est bien, c'est que les chocs de demande n'ont pas des effets permanents. C'est-à-dire que ce seront des dépenses, il y aura un pic inflationniste, mais qui va se résorber très vite. Pourquoi? Parce que nous regardons l'inflation, la tendance lourde de l'inflation. Et là, dans le cadre d'espèces, nous ne sommes pas démunis, on fait des analyses et des projections en faisant des simulations de scénarios. Donc, il y a une hypothèse optimiste, deux hypothèses alternatives, une pessimiste et une optimiste. Et dans tous les différents scénarios, on aura une vitesse moins importante du retour de l'inflation au-dessous de 3%, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas la première ou les premières élections. Et l'incertitude caractérise justement notre activité et elle est bien prise en compte en ayant ces différents scénarios-là. Il n'y a pas de... La 6e édition des Journées d'échange France-Cameroun pour consolider les partenariats durables entre Paris et Yaoundé s'est tenue au Palais du Luxembourg. Elle était organisée par FRACAM, le regroupement des élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise. Regardons quelques acteurs de cette scène, notamment Ndjika Momolium, président des FRACAM, Guillaume Chevroulier, sénateur de la Mayenne et président du groupe interparlementaire France-Afrique, ainsi que son Excellence André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. Le groupe d'amitié France-Afrique centrale, c'est la zone Afrique centrale, avec le Cameroun en particulier. Ce sont des sénateurs qui s'investissent, qui s'intéressent à cette partie du monde et qui veulent faire vivre la relation avec nos homologues parlementaires pour renforcer les liens d'amitié, d'échange, les liens politiques bien sûr, mais aussi pour favoriser les coopérations économiques sur le plan social, sur le plan culturel. Je suis surpris par la présence fort remarquable des membres de la diaspora. Il y a une présence forte, donc elle me satisfait. Je pense que la qualité des panélistes et des invités reflète à suffisance les ambitions de la FRACAM. Donc je pense que avec cette association, nous ne pouvons qu'aller de l'avant et nous ne pouvons que contribuer au développement de notre pays. Parlons du climat social à la BEAC. Il est désormais assaini. Le climat social au niveau de la BEAC, il est sain, il est serein. Les membres du gouvernement se parlent, ils tiennent régulièrement les réunions. Et nous sommes comme dans une famille. Tout à l'heure, on parlait de l'épiscopat, l'église. Comme dans toute famille, même des jumeaux homozygotes peuvent avoir des contradictions. Donc, combien de fois, nous qui sommes une banque centrale communautaire avec 6 pays et dans nos pays des ethnies, lorsqu'on se retrouve ensemble, certains propos peuvent ne pas être perçus de la même manière selon la culture et le temps peut monter. Mais le temps monte, c'est entre 4 murs, les gens se sont parlé. Mais ceux qui ont entendu
vont sur les réseaux sociaux amplifier. Bon, après, ça donne l'impression que... Mais non, le climat social, il n'y a pas de souci. Que ne devienne pas le nerf de la guerre là-bas. Voilà, et au niveau du recrutement, bon, il y a eu des incompréhensions entre l'ancien gouvernement de la banque et les instances d'administration. Il y a un audit qui est en cours qui va livrer ses conclusions. Mais là, on a lancé 2 recrutements. Un recrutement pour la commission bancaire des cadres supérieurs, notamment des auditeurs. Et un autre, le processus est en cours. La date a été même prolongée jusqu'au 5 avril pour les cadres moyens et les choses se passent de façon transparente. Christian, je voulais symboliquement dire à M. l'abbé, puisqu'il est revenu sur un propos que j'ai évoqué lors de ma première prise de parole sur ce sujet. Je voudrais lui dire que moi, je fais confiance aux fonctionnaires de la banque. Oui, nous avons beaucoup de compétences dans nos États. Parce que le problème de l'indépendance monétaire ne se pose pas au niveau des fonctionnaires de la BEAC, c'est au niveau des chefs d'État. Politique. Oui, c'est au niveau stratégique. C'est au niveau stratégique que les problèmes d'indépendance monétaire se posent. Les fonctionnaires de la BEAC, que ce soit les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Tchadiens, les Congolais, parce que je vais oublier personne, ils sont vraiment compétents et ils gèrent notre banque de manière tout à fait appréciable. Je voulais absolument le dire. On entend très peu de problèmes en termes de disputes, en termes de malgouvernance au niveau de notre banque centrale. L'argent ne fait pas le bruit. Quand ça fait le bruit, c'est que ce n'est plus l'argent. Je voulais poser une question au directeur. Oui, je ne sais pas si le BIAC central tient compte de ce que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Oui. Parce que quand il regarde vos billets, il n'y a aucun mot en anglais depuis des années. Oui, Christian, la BIAC tient compte du fait que le Cameroun est parfaitement bilingue et que dans la sous-région, il y a 4 langues officielles qui sont le français, l'espagnol, l'arabe et l'anglais. Et d'ailleurs, les nouvelles pièces, vous verrez. Non, j'ai bien. Les nouvelles pièces, mais voilà, le caractère officiel de ces langues a été vraiment consacré pendant la mandature, je crois, du gouverneur Abaganjama, puisqu'il y a même un écriteau au niveau de la banque avec ces 4 langues. Mais les signes monétaires qui ont été produits entre-temps, parce qu'on a produit des nouvelles gammes, et les commandes avaient été antérieures. Donc, on n'avait pas mis cela. C'est pourquoi maintenant, c'est consacré sur les nouvelles pièces. On a les 4 langues. C'est-à-dire, on lit Banque Central African State, Banque des États de l'Afrique centrale, Banco de l'Estados de l'Afrique centrale, et puis en arabe, vraiment, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, on en tient compte. Moi, je serais simplement curieux de savoir l'effigie qui est apposée sur la pièce de 200. Bon, sur nos nouvelles pièces, en termes d'effigie, sur la pièce de 200, à laquelle vous faites référence, c'est la place de la femme dans la société qui est mise en exergue. Donc, une femme avec en blouse blanche en train de regarder dans un microscope. Et pour éviter justement, parce que c'est déjà arrivé par le passé que quelqu'un ne se lève et dise que, écoutez, c'est ma photo, donc il y a un problème de droit à l'image pour suivre la banque. Là, ce sont des images générées par intelligence artificielle. Donc, personne ne pourra se lever pour venir poursuivre la banque. Et sur la pièce de 500 francs, c'est la place belle qui est faite à l'éducation. Donc, un jeune homme avec une tablette qui s'inscrit dans l'ère numérique en train de faire ses recherches. Donc, les effigies ont vraiment cette... Un rajeunissement. Un rajeunissement. La pièce la plus grande de 500 francs, c'est l'éducation. Une thématique. Je lis la presse. Il y a quand même eu cette semaine la fameuse résolution numéro 9 de la session ordinaire du Conseil d'administration du 26 mars 2025. Ça s'est retrouvé dans la presse. On lit que le Conseil d'administration de la BEAC, prenant acte de la réalisation d'un résultat positif au titre de l'exercice 2024, nous en avons parlé tout à l'heure, accorde une prime de performance de 250% aux membres du gouvernement de la BEAC et aux dirigeants du secrétariat général de la COBAC. Il accorde également le quintuple de l'indemnité de cession aux membres des organes de décision ainsi qu'aux participants aux réunions de ces instances. Enfin, décide à titre
exceptionnel du doublement du taux de gratification complémentaire versé aux agents de la BEAC en déplafonnant pour cet exercice le taux de gratification. Non, pas le même problème que le professeur universitaire. Je disais au directeur central tout à l'heure que... Ah ben vous changez d'avis? Non, je ne change pas d'avis, mais je disais bien au directeur que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Enseignant d'université de mon État et fonctionnaire de la BEAC. C'est l'embellie totale à la BEAC. L'embellie totale, enfin, ça peut être vu de diverses manières. Je vais me pencher sur deux d'entre elles. Ça se voit là-haut, tu souris. Oui, bien sûr. Oui, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Non, la première, c'est que c'est un résultat record. Un résultat record. L'année dernière, nous pensions avoir atteint le plafond avec un bénéfice, résultat net de l'exercice à 354 milliards. Là, pour je parlais de 2023. Là, pour 2024, nous avons atteint 354,8 milliards, dont une hausse de 14,7%. Ben, quoi de mieux que récompenser ceux qui ont contribué à ces résultats? Et ce n'est pas parce que la résolution s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, ça se fait dans toutes les entreprises. Et le média qui vous a accompagné dans cette mission? Ça se fait dans toutes les entreprises. Prenez ça comme un 13e mois. Voilà. Voilà. Merci. Je disais bien. Merci à tous, merci d'être venus. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour l'humour que vous nous apportez, hein, parce que à la BEAC, comme dans les Nations Unies, c'est des institutions sérieuses où on parle peu, on a peur de dire les choses. Vous êtes ouverts et puis les Camerounais ont dû comprendre, les téléspectateurs ont compris ce qui se passe avec les nouvelles pièces et les effets que cela pourra avoir dans les transactions que nous avons. Merci à Christian Anga qui a pris la peine d'être avec nous, Lazare Zambo de Sky One Radio qui était là, professeur Michel Oyan également, merci. Nous disons surtout merci à l'abbé Étienne qui est parti de Douala pour nous accompagner et nous permettre de comprendre le sens profond à donner à la lettre pastorale des évêques. Je dis aussi merci à tous ces volontaires qui m'ont accompagné le 29 dernier dans la ville de Douala pour laver les malades mentaux, pour les coiffer, pour les habiller, pour leur redonner un peu vie, comme pour dire à Douala, on sait aussi s'occuper même de ce qu'on considère un peu comme des ordures humaines. Merci et à la prochaine.